On continue l'exercice numéro 3 du TD9 sur l'interprétation énergétique du facteur de qualité. Et en fait, hier, rappelez-vous, il y a en TD, on a tracé le graphe ici de Q de T, donc l'évolution temporelle de la charge Q portée par l'armature positive du condensateur. Et on a associé ici à ce graphe temporel le portrait de phase, d'accord, avec les deux conditions initiales, à savoir le condensateur initialement chargé et ici un courant initialement nul. Rappelez-vous l'interrupteur K passant d'une position 1 à une position 2. Bon, c'est la cinquième, c'est la quatrième ou cinquième question du TD, mais là pour moi c'est le petit 5 de ce paragraphe de cours. Donc je mets cet exo dans le cours, pour vraiment remettre à jour ici, étudier une nouvelle fois ce formalisme et retrouver ce bilan de puissance. D'accord. Donc là, cinquième temps, bilan de puissance en régime libre. Alors pourquoi régime libre? Puisqu'en fait, on a un simple circuit RLC, il n'y a plus de générateur de tension, d'accord? Et c'est en fait le condensateur qui va se comporter comme un générateur. Il va se décharger, et ici, finalement, le signe de delta nous a amené à étudier un régime transitoire pseudo-périodique pour lequel on a une tension UC de T oscillante avec une pseudo-période ici, grand T égale 2pi sur oméga. Ce qu'on a également mis en évidence, c'est dans le cas limite, c'est le cas limite des grands facteurs de qualité Q. Oui. 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 Mais c'est pas en live, c'est pas un live YouTube. Donc je mettrai après. Donc là, dans les limites des grands facteurs de qualité, on a mis en évidence que Q de T, vous voyez, il y a une dépendance sinusoïdale en cos oméga 0 T, et on retrouve bien ce terme de décroissance exponentielle de l'amplitude des oscillations en exponentielle moins T sur taux. On retrouve taux de Q sur oméga 0, le temps caractéristique du régime transitoire pseudo-périodique. Donc on va attaquer ce bilan de puissance en régime libre. Qu'est-ce que l'on va faire? On va multiplier la loi des mailles par l'intensité I du courant. Donc on y va, même méthode pour établir un bilan de puissance. Donc on y va, on multiplie. Le tableau de gauche? D'accord, je vais juste finir ma phrase. Donc on multiplie la loi des mailles par, ici, le courant I de T. D'accord, donc on va multiplier cette loi des mailles par le courant I de T. D'accord. Voilà. Alors, c'est mieux ou pas? Je vais essayer de prendre le permal avec. On prend le permal avec. Allez, ok, super. C'est bête aux nouvelles, c'est pas une descente. Donc, on multiplie la loi des mailles par I de T. Ici, c'est-à-dire que cette loi des mailles, rappelez-vous, on a trois dipôles récepteurs, ici orientés en convention récepteur, bobine résistance condensateur, donc on aura UL, donc tension d'onde de la bobine, plus tension d'onde du condensateur, plus tension d'onde de R, le tout égal à 0. Donc là, je n'ai même pas besoin du montage électrique pour finalement écrire la loi des mailles. D'accord, somme sur K d'epsilon K, UK égale à 0, j'ai trois tensions orientées dans le bon sens. Bon, il faut bien le fait qu'il n'y a pas de source de tension, il n'y a pas de générateur, on est bien en régime libre. Je multiplie par l'intensité du courant I, les deux membres de l'équation. Et qu'est-ce que l'on aura? On va retrouver UL fois I de T plus UC fois I plus UR fois I. Et à droite, on retrouvera 0. D'accord? Bon. Et après, je vais développer chacun des trois termes. Je rappelle que UL, c'est L dI sur dt fois I de T. Donc je remplace UL par L dI sur dt. Après, je vais remplacer UC, pardon, pas UC, mais je vais laisser UC ici. Et je vais remplacer, voilà, cette fois-ci I par C. Donc ce que je fais ici, j'entoure ce que je remplace. Donc je remplace UL par L dI sur dt. Je remplace I par C duc sur dt. Donc je remplace I par C duc sur dt. Voilà. Donc ça, j'entoure vraiment ce que je remplace. Et je remplace également UR par RI. Donc plus RIK. Voilà. Tout égal à 0. D'accord. Donc j'entoure ici ce que je vais remplacer. D'accord. Donc j'entoure UL. J'entoure I. D'accord. Et j'ai remplacé UR par RI. Donc RI fois I égale RI carré, on retrouve la puissance dissipée par effet chaud. Bon. Par rapport, on retrouve un classique
où on a L fois la dérivée de I fois I. On retrouve L, la fonction fois sa dérivée. Et on va mettre tout ça sous la forme de la dérivée temporelle de l'énergie électrique stockée dans la bobine d'inductance L. Donc là, on va faire apparaître, vous voyez, la dérivée temporelle. Donc là, on a bien un terme homogène à une puissance. On fait un tension fois courant, on a bien des puissances exprimées en watts. Là, on fait apparaître la dérivée temporelle de l'énergie, ici électrique stockée dans la bobine, en 1,5 de Li carré. Donc là, dérivée temporelle de 1,5 de Li carré. D'accord? Plus, pareil pour ce terme-là, dès qu'on a fonction fois sa dérivée temporelle, un coefficient près, ça on fait apparaître, ça c'est une puissance, plus la dérivée temporelle de l'énergie stockée dans le condensateur, donc 1,5 de C UC carré, voilà, plus RI carré, le tout égale à 0. Voilà. En fait, là, 1,5 de Li carré, c'est l'énergie électrique stockée dans la bobine. Ça, c'est l'énergie stockée dans le condensateur. Donc, on retrouve la dérivée temporelle ici. Donc, l'énergie ici stockée dans la bobine. E indice B, d'accord, B pour la bobine, plus la dérivée temporelle de l'énergie électrique stockée dans le condensateur, EC, plus RI carré égale à 0. Ce qu'on peut faire, c'est faire la somme des deux énergies. Vous voyez les énergies électriques stockées à la fois dans le condensateur et dans la bobine. On va qualifier ça finalement d'énergie électrique totale. Donc l'énergie électrique totale, somme de l'énergie électrique stockée dans la bobine et dans le condensateur. C'est-à-dire qu'ici, je vais définir une fonction. Ici, l'énergie totale, donc l'énergie électrique totale, E totale, égale ici, égale directement, je vais faire passer le RI carré dans mon de droite, égale moins RI carré. Où je définis, vous voyez, l'énergie électrique totale. Donc l'énergie électrique totale, c'est la somme de l'énergie électrique stockée dans la bobine, plus celle stockée dans le condensateur, donc 1,5 de L I carré, plus 1,5 de C UC carré. Donc je note une phrase, donc là c'est l'équation, je définis l'énergie électrique totale, somme de l'énergie électrique stockée dans la bobine, plus l'énergie électrique stockée dans le condensateur. Bon, ça vous connaissez depuis le premier chapitre, loi de l'électrocinétique, 1,5 de Li carré, l'énergie stockée dans la bobine, plus celle stockée dans le condensateur en 1,5 de C UC carré. Et je le note ici, et l'énergie électrique totale, ici stockée dans le condensateur et la bobine. Voilà, dans le condensateur et la bobine. On dit en fait qu'on a deux réservoirs d'énergie. Donc condensateur et bobine sont deux réservoirs d'énergie. Et finalement, l'énergie dans ce régime transitoire périodique va passer alternativement d'un réservoir à un autre, puisqu'au final, vous voyez que cette énergie ne peut que diminuer au cours du temps. Donc là, je définis l'énergie électrique totale, c'est la somme de l'énergie contenue dans la bobine, dans le condensateur. On retrouve le formalisme, 1,5 de Li carré plus 1,5 de C UC carré. Et on insiste sur ça, finalement, cette équation ici, que j'encadre, qui est très importante. On voit qu'au cours du temps, cette énergie électrique totale ne peut que diminuer. C'est strictement négatif. Pourquoi? Parce que la dérivée est négative. D'accord? Donc on remarque, d'accord, ici, le fait que l'énergie, ici la dérivée ici temporelle de l'énergie électrique totale est négative. D'accord? RI carré positif, moins RI carré négatif. Ça implique que l'énergie, ici, électrique totale, diminue au cours du temps. L'énergie électrique totale, elle diminue au cours du temps. Voilà. Diminue au cours du temps. Et vous voyez finalement que cette énergie qui passe d'un réservoir à un autre, on a deux réservoirs d'énergie. D'accord? Donc on peut noter que ce sont. Bon, je rajoute entre parenthèses, ici pour ceux qui sont en distance, je rajoute que condensateur et bobine sont en fait deux réservoirs d'énergie. Ici, ce sont des réservoirs d'énergie. Voilà. Et finalement, il y a au cours du temps, vous voyez, une diminution de cette énergie électrique totale, d'accord? Et pour que finalement cette énergie totale soit totalement dissipée. Elle est dissipée totalement par effet Joule, ça c'est la puissance dissipée par effet Joule. RI carré, c'est finalement P Joule. D'accord? Voilà. Donc diminue au cours du temps, d'accord? On peut marquer ici dissipation par effet Joule dans la résistance. Dissipation
par effet Joule. Voilà. Donc ça, sans mettre en lien avec le régime libre, hein, d'accord? Donc le condensateur joue le rôle de générateur. On a un régime transverse pseudo-périodique et l'énergie passe alternativement d'un réservoir et à un autre. Elle diminue au cours du temps jusqu'à se dissiper totalement par effet Joule. Ça, c'est un bilan de puissance instantané. D'accord, voilà. Ça va quel que soit T. Vous voyez, ça dépend du temps, ça va quel que soit T ici. D'accord. Et là, alors, la méthode va être toujours la même. Il n'y a pas de grande surprise. On multiplie une loi des mailles par I pour avoir des termes homogènes, produit fois tension. Donc homogène a une puissance exprimée en watts. D'accord. Voilà. Et retrouver, comme vous avez du RLC, retrouver les énergies stockées dans le condensateur et dans la bobine. D'accord. Bien. Alors une fois qu'on a fait ça, c'est l'avant-dernière question, ou l'avant-dernière question du problème, numéro 3, il faut exprimer l'énergie électrique totale, d'accord, instantanée dans le cas où Q très grand en 1. Donc sixième et avant-dernier temps, expression de l'énergie électrique totale, compte tenu de l'expression de Q de T, d'accord. Donc expression de l'énergie électrique totale. Donc ce que je définis par la fonction E tot, hein, d'accord, total, dans le cas, ici, où Q très grand devant 1. Voilà. Donc on compte toujours dans ce cas limite des très grands facteurs de qualité. D'accord. Q très grand devant 1. Bon, alors, là on va définir l'énergie ici électrique totale à un instant T quelconque. C'est-à-dire qu'à un instant T quelconque, voilà. Donc, à un instant T quelconque, je vais redéfinir cette fonction. Ici, énergie électrique totale, donc énergie totale. Je mets juste une dépendance temporelle pour bien montrer qu'on est à un instant T quelconque. Et à un instant T quelconque, l'énergie électrique totale, c'est la somme de l'énergie stockée dans la bobine, donc E indice B, plus E indice C, défini par, je vous rappelle, 1 demi de L I carré plus 1 demi de C du C carré. Bon, maintenant attention, il faut bien voir ce qu'on a fait avant. Qu'est-ce que l'on a fait avant? On a établi une DL d'ordre 2 en Q de T. On a également donné la solution. La solution, d'accord, Q de T dans le cas limite des grands facteurs de qualité. C'est-à-dire que ça, on a en tête, ça on l'a en tête. Vous l'avez, deux questions ici avant, vous avez ici résolu les codifs, et vous avez déterminé que Q de T environ égal à Q0 cos oméga 0T, exponentielle moins T sur taux. Donc ce qu'il faut faire dans l'énergie totale, c'est faire apparaître cette fonction Q de T, ou pire, ses dérivés. C'est-à-dire qu'ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va rappeler les deux relations qui vont nous permettre de faire apparaître Q de T dans l'énergie totale. La première relation, I, intensité instantanée. I égale dQ sur dt. Donc première chose, on rappelle que I de T, I égale dQ sur dt. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que il va falloir que je dérive Q par rapport au temps, et ensuite que je l'élève au carré pour avoir I carré, et donc 1 demi de L carré. Ça va. Ensuite, je vous rappelle la relation, souvent vous l'oubliez, la relation entre la charge Q et la tension UC au bord du condensateur. Q égale C fois UC. Donc Q égale C fois UC, ce qui va permettre directement de faire apparaître Q ici, enfin Q carré, puisque si UC égale Q sur C, UC carré égale Q carré sur C carré. Donc ce que je vais faire, c'est remplacer ici pour faire apparaître Q de T et dQ sur dt dans l'expression de l'énergie totale. Tout en ayant en tête l'expression ici de Q de T que je laisse au tableau évidemment. Donc on réécrit l'énergie électrique totale. Donc on réécrit alors l'énergie électrique totale, donc E totale, je vais écrire assez long. Ça nous donnera 1 demi de L fois I carré. Sauf que I, c'est dQ sur dt. Attention, c'est pas des dérivées secondes, ça. C'est pas des dérivées secondes. C'est des dérivées premières mise au carré. D'accord? C'est des dérivées premières mise au carré. 1 demi de L I carré plus 1 demi de C UC carré. 1 demi de C. Alors UC, c'est Q sur C. Le tout au carré. N'oubliez pas le tout au carré. Donc Q sur C, le tout au carré. Donc ça va nous donner 1 demi de L dQ sur dt au carré plus
Attention, là j'aurais du C sur C carré. Il va nous rester 1 sur CO. Enfin non, c'est 1 sur C tout simplement. Donc je vais écrire 1 sur 2C fois le carré de Q. Ça j'encadre. Voilà. L'expression de l'énergie électrique totale, d'accord, à un instant T. Voilà. Alors, une fois que j'ai ça, ben, il faut expliciter chacun des termes. Bon, Q carré, ça devrait aller. Q carré, ça va aller. Par contre, calculer I carré, pour calculer I carré, il faut d'abord calculer I. Donc on va calculer I. Une fois qu'on aura I, une fois qu'on aura dQ sur dt, on aura I carré. Donc I, on l'obtient à partir d'ici. On va dériver Q par rapport au temps. Donc avec, on va exprimer I de t, ici. Donc I de t, c'est dQ sur dt. Voilà. Donc je dérive par rapport au temps l'expression de Q de t. Je regarde où est la variable temporelle. Où est cette variable temporelle? Allez, une fois là, une fois là. Donc il faut voir Q de t comme un produit U fois V. U' V plus UV'. Donc je vais d'abord ici dériver, ici le cos oméga 0t par rapport au temps, tout ça est en constant. Donc U' V plus UV'. Donc si je dérive le cos oméga 0t par rapport au temps, je sors l'oméga 0 et j'obtiens un moins sinus oméga 0. Donc on aura moins ici oméga 0, bon, oméga 0, Q0, sinus oméga 0t. N'oublie pas l'exponentielle. Exponentielle moins oméga 0 sur 2q t. Donc u'v plus uv'. uv', je vais dériver l'exponentielle moins oméga 0 sur 2q fois t par rapport au temps. Je vais donc sortir le moins oméga 0 sur 2q. Je sors donc le moins oméga 0 sur 2q pour avoir ici directement uv'. Donc moins, je mets à côté, oméga 0 sur 2q fois q0. Là on a le cos oméga 0t, exponentielle moins oméga 0 sur 2q fois t. Voilà. Donc là pour ceux qui sont à distance, je dérive q par rapport au temps. Ici je fais apparaître les dépendances temporelles et je vois q comme un produit u fois v. Que je dérive u'v plus uv'. D'accord? Oui. D'accord. Ok, d'accord. Voilà. Vous me le dites, je vais faire un test écrit un peu plus grand après. C'est vrai que là, je prends peut-être de mauvaises habitudes. Donc là, vous dérivez, si vous voulez, je peux réécrire la dérive en dessous. Vous me dites si ça va mieux là. Voilà. Voilà, donc voilà, ok. Exponentielle, voilà. Moins oméga 0t sur 2q, moins. Ah, mais je casse mes écrits. Moins oméga 0 sur 2q, q0, cos oméga 0t exponentielle moins oméga 0 sur 2q fois t. D'accord? Ok. Voilà. Donc ça c'est I de t. D'accord? C'est I de t. Maintenant, dans cette expression de I de t, toujours avoir en tête que les facteurs de qualité, si Q est très grand devant 1, prenez Q de l'ordre 10 puissance 3, 10 puissance 4. C'est-à-dire qu'on peut, en amplitude, négliger l'un des deux termes. C'est-à-dire que l'un des deux termes, on regarde, le facteur de qualité, il apparaît au dénominateur, ici. Ce terme-là, 1 sur 2Q. 1 sur 2Q. Si Q est très grand devant 1, ce terme-là, d'accord, ce deuxième terme est négligeable en amplitude devant le premier. Pourquoi? Dans le cas limite où Q est très grand devant 1, ce terme-là, vous voyez, ici, on pourra le négliger devant le premier. D'accord? Donc on peut approximer I de t dans le cas des grands facteurs de qualité. On va négliger, vous voyez, à cause de cette dépendance en 1 sur 2q. Vous prenez q de l'ordre 10 puissance 3, 10 puissance 4. D'accord? Vous avez ici une amplitude qui est très faible pour ce deuxième terme par rapport au premier terme. Donc on ne gardera que le premier terme. Donc on approxime. C'est plus égal, c'est environ égal dans le cas limite des grands facteurs de qualité. Ça, il fallait le voir. C'était pas évident, il fallait voir que dans le cas limite des grands facteurs de qualité, on ne garde que ce premier terme. Pourquoi? Parce que lui, en amplitude, il est Q fois plus faible. Donc il est environ 1000 fois plus faible que le premier. Donc on ne garde que le premier terme. En moins oméga 0, Q0, sinus, oméga 0t, exponentielle, moins oméga 0 sur 2q fois t. Donc en première approximation, dans le cas limite des grands facteurs de qualité, on garde ce qu'on appelle le terme prédominant. On garde le terme prédominant. Donc ça, j'encadre, je note ici le fait qu'on garde un terme, le terme
c'est le terme prédominant pour de grands facteurs de qualité. Voilà. On garde le terme prédominant ici. Voilà. Pour de grands facteurs de qualité. Bon. Alors, une fois que j'ai I de t dans cette approximation, je peux finalement en déduire le carré. Si j'ai I de t, lorsque Q est 30, je peux en déduire I carré. Donc, je vais essayer j'écris ici, d'où. Voilà. En fait, j'ai partagé mon tableau, comme ça sera plus simple. Voilà, je vais faire ça. Hop. D'où, on y va, I carré. Dans ce cas-là, I carré, je peux en déduire également une approximation. Lorsque le facteur de qualité Q est très grandement 1, je vais prendre tout ça, je vais l'élever au carré. Attention, quand je vais élever ça au carré, plus oméga 0 carré, Q0 carré, sinus carré, exponentielle moins 2 oméga 0t sur 2Q. Attention, attention, ici, quand vous allez mettre tous les termes au carré, vous allez avoir plus oméga 0 carré, Q0 carré, sinus carré, exponentielle moins 2 oméga 0t sur 2Q. Dans l'exponentielle, vous avez un facteur moins 2. Pourquoi? Ça fait exponentielle moins t sur tau fois exponentielle moins t sur tau. D'accord? Exponentielle a fois exponentielle b, c'est exponentielle a plus b. Donc moins 2t sur tau ici. Attention. Donc j'aurai oméga 0 carré fois Q0 carré, sinus carré, oméga 0t, exponentielle, attention, attention, je vais faire exprès de mettre un 2 au numérateur, laisser le 2 au dénominateur, voilà, faire bien apparaître le 2 sur 2, hein, d'accord? On élève au carré, ça fois ça, d'accord, exponentielle, prénom du pic, donc exponentielle a fois exponentielle b, exponentielle a plus b, donc si ça fait moins 1, ça devient moins 2. Donc ça, bon, ça nous donne directement, oui, on pourra simplifier par 2 au numérateur et au dénominateur, d'accord? Une fois que j'ai I carré, bah, j'ai ce terme-là, 1 demi de L carré. Maintenant, il faut Q carré. Q carré, il est là. Bon, Q, c'est facile. Donc, Q carré. Pareil, c'est une approximation, toujours dans le cas limite des grands facteurs de qualité. Q carré, ça sera Q0 carré, fois le cos carré, oméga 0t, exponentielle, pareil. Quand on élève au carré, on va retrouver le moins 2. Oméga 0t sur 2Q, je simplifie numérateur et dénominateur. Pour les mêmes raisons, quand j'élève Q au carré, Q0 carré, cos carré oméga 0t exponentielle, moins 2 oméga 0t sur 2Q. D'accord? Ok. J'ai Q carré et I carré. Maintenant, je peux réécrire l'expression de l'énergie électrique totale. Donc ici, en bas, l'énergie électrique totale, pardon. Dans le cas limite des grands facteurs de qualité, donc on aura 1 demi de L I carré. Donc 1 demi de L fois tout ça. On y va. 1 demi L fois oméga 0 carré, Q0 carré, sinus carré, oméga 0t, exponentielle, moins oméga 0t sur Q. Ça c'est 1 demi de L I carré. Énergie, d'accord, stockée dans le bobine, à laquelle j'ajoute l'énergie stockée dans le condensateur. Ici, 1 sur 2C fois Q carré. Donc là, attention, je vais écrire en dessous. J'écris en dessous, plus, je rajoute plus. 1 sur 2C. 1 sur 2C. Alors, Q carré, il est là. 1 sur 2C fois Q0 carré, cos carré, oméga 0t, exponentielle, moins oméga 0t sur Q. Ok. Ça, c'est l'énergie électrique totale. Voilà. Contenue dans le circuit RLC en régie libre. Alors, on ne va pas laisser comme ça, on va simplifier, évidemment. Je vais réécrire ici, je vois plus de place. Ça, je peux effacer. Voilà. Ça également, plus besoin. D'accord. Voilà. Donc, je réécris ici, la suite. Donc, l'énergie électrique totale. Alors, déjà, voir où ça peut nous mener tout ça. Il y a des choses qui sont intéressantes, hein, des choses qu'on peut tout de suite analyser. Sinus carré, cos carré. Oh, si on a un facteur commun, ça serait vraiment super. Donc là, vous trouvez le facteur commun. Pour avoir cos carré oméga 0t plus sin carré oméga 0t égale à 1. Pour le facteur carré, il n'est pas si évident, il n'apparaît pas directement.
Là, j'ai Q0 carré sur 2C, exponentielle. L'exponentielle est commune aux deux. J'ai bien exponentielle moins oméga 0t sur Q, ici, ici. Là, j'ai Q0 carré sur 2C. Là, j'ai pas Q0 carré sur 2C. Je l'ai presque. Je l'ai presque. Il suffit de remplacer oméga 0 carré par 1 sur LC. Alors ça, oméga 0 carré égale 1 sur LC, ça donne notre première question. Établir le del d'ordre 2 vérifié par Q de T. D'accord? Donc ça, c'est votre première question. D'accord? Mise sous forme canonique de le del d'ordre 2, oméga 0 carré égale 1 sur LC. Donc, je vais réexprimer, je vais simplement remplacer oméga 0 carré par 1 sur LC. Regardez, donc on aura ici, donc environ égal, pardon, c'est une approximation, parce que Q est très grandement 1. Donc on aura 1 demi, d'accord, de L, et je remplace oméga 0 carré par 1 sur LC. Ça, c'est la question numéro 1, pour introduire oméga 0 carré et oméga 0 sur Q. Et ensuite, je continue, donc Q0 carré, sinus carré oméga 0t, exponentielle moins oméga 0 sur Qt, plus, donc là j'ai dit Q0 carré sur 2C, cos carré oméga 0t, exponentielle moins oméga 0t sur Q, moins oméga 0t sur Q. Bon, et là on a un facteur commun finalement. Pourquoi? Parce qu'ici, vous pouvez simplifier le numérateur et le numérateur par L, et là on aura Q0 carré sur 2C. Donc là, on a le facteur commun, donc environ égal à quoi? Lorsque Q très grand en 1, on aura Q0 carré sur 2C. Donc Q0 carré sur 2C, facteur de quoi? Enfin, exponentielle, pardon, exponentielle, j'oublie la partie exponentielle, facteur commun, moins oméga 0t sur Q, pardon. Facteur de quoi? Donc j'ai d'abord un sinus carré ici. Sinus carré oméga 0t plus un cos carré. Donc ici, ici, voilà, plus, voilà, le cos carré oméga 0t. Et ça, vous le savez, hein, ça vous donne 1, d'accord? Donc ça vous donne ici, voilà, parce que Q très grandement 1. On a une expression approchée en Q0 carré sur 2C exponentielle moins oméga 0t sur 2Q. Voilà. Donc on avait une amplitude qui est positive, par contre une diminution exponentielle. Vous voyez, une diminution exponentielle de l'amplitude. Hein. Ça c'est exponentielle moins t sur taux. Donc on retrouve le fait que l'énergie électrique totale du circuit diminue au cours du temps. Que l'énergie électrique totale diminue au cours du temps. Voilà, elle diminue au cours du temps. Voilà. Ça, on le voit dans le terme d'exponentielle moins oméga 0t sur Q, oméga 0 et Q, étant ici deux constantes positives. D'accord? Alors ça, c'était l'avant-dernière question de ce sujet. La dernière, elle est liée à cette réponse. Vous voyez, donc il faut avoir répondu correctement à cette question pour pouvoir aborder la dernière question de ce problème. Donc pour moi, ça sera le petit 7, si je ne me trompe pas, 7e et dernier paragraphe de ce transitoire en élect. Après, on fait un peu de mécanique, on change un peu. Enfin, de la mécanique, vous allez voir, c'est les mêmes équations. C'est l'intérêt. Une petite étude en mécanique. Parce qu'en TD, jeudi, on fera l'exo sur les amortisseurs de voiture. D'accord? Ici, donc, avoir comme une vision mécanique des régimes transitoires. 7e et dernière question. La question, c'est l'inégalité de la variation relative. Ah, question d'alpha, dis-moi, je n'entends pas alpha, dis-moi. Et la question, c'est dit qu'elle n'est pas pervenue en d'évaluer la variation relative. Le micro et le... Elle n'est pas finie en fait. J'y suis, non, j'y vais. Ah, j'y vais. C'est la Ouais, en fait, moi, la question 7, c'est moi, c'est mon petit 7. On dit interprétation du facteur de qualité, oui. Alpha, très bien. Alpha a remarqué qu'on n'a pas évalué la variation relative d'énergie. Bon, on va le faire là. Dans le 7e temps, on va interpréter le facteur de qualité, on va calculer la variation relative d'énergie électrique totale. On y va pour finaliser ce sujet. Donc, c'est l'interprétation du facteur de qualité. Donc, interprétation du facteur
de qualité Q. Voilà. Alors oui, en effet, là je vais suivre l'énoncé, suivre la question. Je vais calculer la variation relative d'énergie électrique totale pendant une période T. Donc je note, je reformule la question. Donc on calcule la variation relative. Donc comme vous savez tous le faire, depuis le lycée, vous avez tous calculé une variation relative. Variation relative d'énergie électrique totale. Donc cette grandeur-là. D'accord? Variation relative d'énergie électrique totale contenue dans le circuit, d'accord? Et ce, pendant une période T. Une pseudo-période T, d'ailleurs. D'accord? Pendant, ici, voilà, une pseudo-période dans T. Donc on calcule la variation relative d'énergie électrique totale pendant une pseudo-période T. Alors, c'est-à-dire qu'on définit un coefficient alpha. Pardon. On définit c'est un coefficient alpha. Alors, ce coefficient, justement, ça sera la variation relative. Variation relative, variation. Variation relative. Donc on calcule la différence d'énergie sur une pseudo-période T. C'est-à-dire qu'on peut ici estimer l'énergie électrique totale. Alors c'est E indice total. À l'instant T, moins l'énergie totale à l'instant, vous voyez, T plus grand T. Grand T étant la pseudo-période, j'insiste. Le tout divisé par l'énergie totale à l'instant T. Donc c'est bien une variation relative à ici, donc on fait une différence. Donc l'énergie totale à l'instant T, moi c'est l'énergie électrique totale à l'instant T plus grand T, donc une pseudo-période après cet instant T choisi, divisé par l'énergie électrique totale à l'instant T. Bon, alors là ça simplifie. C'est-à-dire que là je vais écrire le rapport, compte tenu de cette expression-là, Q0 carré sur 2C, exponentielle moins oméga 0T sur Q, est-ce que tout le monde voit déjà que je vais faire cette expression-là à l'instant T, moins cette expression à l'instant T plus grand T, le tout divisé par cette expression-là. Est-ce que tout le monde voit que le Q0 carré sur 2C simplifie au numérateur et au dénominateur? D'accord? Il va me rester que les termes en exponentiel. Donc il va me rester le terme en exponentiel, le premier. Donc je vais mettre ici comme ceci, exponentielle moins oméga 0 sur Q T moins exponentielle moins oméga 0. Attention, je suis à l'instant petit t plus grand T. Voilà, le tout divisé par l'exponentielle moins oméga 0 sur Q petit t. Si je fais ça, vous voyez que je peux factoriser et simplifier par l'exponentielle moins oméga 0t sur Q. Si je fais ça, vous allez factoriser par ce terme-là au numérateur et au dénominateur. Si vous faites ça, il va vous rester 1 moins. Attention, j'insiste sur le fait que là, vous allez factoriser par ce terme-là. Exponentielle moins oméga 0 petit t sur Q au numérateur et au dénominateur. Il apparaît là, là et là. Il apparaît 3 fois ce terme. Donc là, si vous simplifiez, il va vous rester ici, cette variation relative égale à 1 moins l'exponentielle de quoi? De moins oméga 0 grand T sur Q. Donc là, je vais factoriser et simplifier. Je factorise et simplifie par ce terme-là. Il va me rester que 1 moins exponentielle moins oméga 0 grand T sur Q. Donc exponentielle moins oméga 0 grand T sur Q. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut dire? Bon, on peut dire que le point de J, oméga 0t, il est caractéristique, ici, directement. Oméga 0 grand T, dans le cas, ici, des grands facteurs de qualité, dans le cas de mi. Regardez, donc ici, avec Q très grand grand 1. Rappelez-vous, rappelez-vous, sur le graphe, on a dit que la pseudo-période, elle est égale, en fait. Bon, quasiment égale à la période 3. Rappelez-vous, graphiquement, on a mis en évidence que la pseudo-période T, attention, si Q est très grand, 1. Parce que, d'accord, sinon il y a la racine de 1 moins 1 sur 4 Q carré.
vous faites tendre 1 sur Q, 4Q carré vers 0. D'accord? Donc si la pseudo-période est environ égale à la période propre, qu'est-ce qui se passe? Ben, le produit, dans ce cas, oméga 0t, oméga 0t, c'est environ égal au produit oméga 0 t0. Et le produit oméga 0 t0, le 0 est relatif ici à propre, impulsation propre fois période propre, et ça c'est constant. Ça vaut 2π. Donc uniquement dans les grands facteurs de qualité, c'est-à-dire qu'on va assimiler, c'est ça en fait. On assimile, on l'a vu hier matin, on assimile la pseudo-période à la période propre. C'est uniquement dans le cas limite. Et dans ce cas-là, le produit oméga 0t s'identifie au produit oméga 0 t0 égale à 2π. Pourquoi? Parce que oméga 0, c'est 2π sur t0. Donc le produit des deux termes est constant, il vaut 2π. Dans ce cas-là, alpha va s'écrire sous la forme alpha, ici, sera égal à 1 moins l'exponentielle de moins 2π sur Q. Ouais, très bien. Donc exponentielle 1 moins exponentielle moins 2π sur Q. D'accord? Ça, je peux effacer. Et là, vous voyez, on retrouve un Q qui est très environ 1. C'est-à-dire qu'on va retrouver un exponentiel de x, par exemple, ici, exponentielle de x, avec x qui tend vers 0. Et là, vous n'avez pas encore fait de développement limité en maths, donc je vais vous donner ici quelque chose qu'il faudra admettre, que d'ici un mois, vous allez connaître par cœur. Je vais vous donner les premiers termes du développement limité de l'exponentielle x, encore en 0. C'est-à-dire qu'il faut admettre, ici, on admet dans ce cas, c'est-à-dire qu'ici, on va dire que l'exponentielle x, ici, exponentielle x, lorsque x tend vers 0, c'est-à-dire qu'on va donner une approximation de l'exponentielle x quand x tend vers 0. Alors le premier terme, il est évident, je pense. Quand x tend vers 0, prenez x égale à 0, exponentielle de 0, ça fait 1. Le premier terme, c'est 1. En fait, si je prends 1, ça sera l'équivalent. On dit mathématiquement, on a un équivalent d'exponentielle x au voisinage de 0. Par contre, on va pas se contenter de 1. On va aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va ici chercher l'ordre suivant. Et l'ordre suivant, ça sera un x. 1 plus x. Et ça, c'est toute la théorie des développements limités. D'accord? Là, en mathématiques, vous allez donner les termes suivants, d'ordre 2, d'ordre 3, d'ordre 4. Nous, on s'arrêtera à l'ordre 1, 1 plus x. C'est-à-dire qu'au voisinage de 0, quand x tend vers 0, l'exponentielle x environ égal à 1 plus x. Ça, si on a besoin, en DS, je vous le donnerai. D'accord? Tant que vous n'avez pas fait la théorie des développements limités en mathématiques. D'accord? D'ailleurs, c'est cohérent, quand x vaut 0, on retrouve 1. D'accord? Bon. C'est comme en optique géométrique, rappelez-vous, on avait dit sinus θ environ égal à θ, d'accord? Cos de θ environ égal à 1 tangente θ environ égal à θ. C'est ce qu'on appelle des équivalents, des premiers termes du développement limité. Ben là c'est pareil, ce ne sera pas que des fonctions cos, sin, tangente, c'est des fonctions exponentielles. Et ici on a besoin, pourquoi x tend vers 0? Regardez, si q est triangle en 1, on a une constante divisée par 10 puissance 3, 10 puissance 4. Ici on a l'argument qui tend vers 0. Donc dans ce cas-là, on peut ici réexprimer alpha. C'est-à-dire que dans ce cas limite, on va donner alpha qui sera environ égal lorsque q triangle en 1. Alors attention, j'ai 1 moins. Le 1 moins, j'y touche pas. J'ai 1 moins. Et là, je vais donner ici l'approximation de l'exponentielle moins 2π sur q. Sachant que ça tend vers 0. 2π sur q, ça tend vers 0. Tout comme x tend vers 0. Ben, je reprends la relation. Ça fera 1 plus l'argument. 1, sauf que 1 plus l'argument ici x. Donc ça fera 1 plus l'argument qui vaut moins 2π sur q. Donc ça fait 1 moins 2π sur q. D'accord? Je prends l'argument ici. Donc par analogie avec ceci, exponentielle x environ égal à 1 plus x. X tend vers 0, attention, x tend vers 0. Et c'est le cas ici, ça tend vers 0. D'accord? On peut poser cette analogie-là. Et là, qu'est-ce que l'on a? Ben ça va donner quoi? 1 moins 1, 0. On aura directement ici, moins, plus 2π sur q. D'accord? Donc ça donne 2π sur q. Voilà. Donc tout ça pour aboutir à une relation égale à 2π sur q. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, alpha, voilà, dans le cas limite des grands facteurs de qualité, voilà, environ égal à 2π sur q. Alors ça, c'est une relation extrêmement simple qui permet de donner une interprétation énergétique du facteur de qualité. C'est-à-dire que dans la limite des grands facteurs de qualité, ici, Q, le facteur de qualité, en fait, est lié à la variation relative d'énergie électrique totale. D'accord? Donc dans le cas, je note ici, dans le cas où Q est très grand en 1,
le facteur de qualité Q, voilà, est lié aux variations relatives. Il est lié aux variations relatives d'énergie électrique totale. Variation relative d'énergie électrique totale. Voilà. Ça, on ne peut pas vous le demander en question de cours. Je vous rassure tout de suite. Ça, c'est un exo pour la semaine prochaine. Vous qui êtes à distance, c'est pour vous la semaine prochaine, c'est un exercice. L'exercice 3 du TD9. D'accord? Il est long. Donc vous aurez une question de cours très rapide, très simple. Hein, d'accord? Il est long, ça peut pas être une question de cours. Vous ne pouvez pas le faire spontanément en cours. Oh bah tiens, interprétation énergique du facteur de qualité. Il faut quand même qu'on vous place ce contexte avec l'approximation, le circuit, le montage. Il y a quand même beaucoup de boulot à faire. Vous voyez, on a un maximum passé 2 heures hein, sur un exo. 2 heures sur un exo. Bon, il est complexe, mais on a quand même passé 2 heures. Ça, vous l'aurez. C'est un sujet sur les 3. D'accord? Cet exercice-là à reprendre pour la semaine prochaine. D'accord? Ok. Bien. Alors. Donc là, il faut bien comprendre que tout ce qu'on a fait concerne la partie électrique. On a des schémas et des montages électriques. Le cours, en fait, il est terminé depuis le grand 1. Le grand 2, c'est un exo d'application. C'est-à-dire que le cours, c'est les questions de colle cette semaine, étude des 3 régimes transitoires. Pseudo-périodique, d'accord? Apériodique, critique. Donc un fait exo d'application. Maintenant, je vais juste continuer en cours l'approche mécanique. Parce qu'en mécanique, on aura des exos de mécanique sur le régime transitoire. Oui? Allô? Là, c'est le rouge passe mal. Je pense que là, il passe mal. Là, il passait bien, mais là, il passe très mal. Dans le cas où Q très grand grand 1, le facteur de qualité Q est lié aux variations relatives d'énergie électrique totale. C'est la clé rouge, elle passe mal. Je réponds du jaune. Le rouge, il passe mal. Voilà. Donc, je répète, je vais continuer le cours dans un 3e temps. Alors ça, par contre, je peux le demander en question de cours la semaine prochaine. Question de cours, vous présentez des analogies électromécaniques. D'accord? Donc là, on va faire un peu de mécanique. On va changer un tout petit peu de domaine. La mécanique approche. Il me reste 2 chapitres d'élect. On aborde la mécanique. Et ça, on va le reprendre en mécanique. C'est-à-dire qu'on va reprendre cette étude transitoire mécanique dans les chapitres de dynamique du point matériel. D'accord? Donc c'est mon grand 3. Alors pourquoi je peux parler mécanique maintenant? Bien comprendre que ce qu'on a fait pour l'instant, hein, on a établi des EDL d'ordre 2 qui sont caractéristiques d'un oscillateur électrique amorti. Ben, j'ai l'équivalent mécanique. Un équivalent mécanique, c'est quoi? Par exemple, le plus simple en TP, un système masse-ressort vertical soumis à une force de frottement fluide. C'est-à-dire qu'on peut supposer qu'il y a des frottements de l'air, c'est ce que vous faites, hein, vous allongez le ressort, vous l'écartez de sa position qui vaut stable, il va osciller, et après il va s'arrêter, d'accord, à cause des frottements de l'air. Ou alors on peut le contraindre à se déplacer dans, ici, directement une éprouvette de glycérine. Là, l'amortissement sera encore plus élevé. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre en équation le système mécanique. Autant qu'en électricité, c'est simple. Ce sont des scalaires, une maille, une loi des mailles, un nœud, une loi des nœuds. En mécanique, c'est un peu plus compliqué. On part d'une relation vectorielle, somme des forces égale ma, faire le bilan des forces, ne pas se tromper dans les forces, le poids, la force de rappel élastique, la force de frottement fluide, d'accord, la poussée Archimède, n'oublie pas, si c'est dans la glycérine, une poussée Archimède, d'accord. Et après, projeter cette équation vectorielle selon l'axe du mouvement pour aboutir à une EDL d'ordre 2 caractéristique d'un oscillateur mécanique amorti. C'est-à-dire que la logique est la même, sauf que les lois sont différentes. On ne va pas appliquer loi de Newton, loi des mailles, on va appliquer ici une deuxième loi de Newton. On va projeter sur l'axe du mouvement, mais ça on a déjà fait la mécanique en début d'année. Donc on va reprendre cet aspect mécanique, mais en plus compliqué. Ce ne sera pas l'oscillateur harmonique, ce ne sera pas x point point plus oméga 0 car x égale à 0. Là on va trouver des frottements. Donc on va obtenir quoi? X point point plus oméga 0 sur q x point plus oméga 0 carré x égale à 0. Et ça, on a ce qu'on appelle le même squelette algébrique. C'est-à-dire qu'on va obtenir la même équation caractéristique. Une fois que vous avez établi votre modèle d'ordre 2 en mécanique, les 4 étapes sont les mêmes, absolument les mêmes qu'en élec. Première étape, solution de l'équation caractéristique. L'équation caractéristique, même si c'est de la mécanique, ça sera toujours ici R carré plus oméga 0 sur Q R
plus oméga 0 carré égale à 0. Ensuite delta. Et selon le signe de delta, 3 possibilités pour le régime transitoire. Mais c'est juste le début qui sera différent. Et ça, c'est l'occasion, d'accord, de poser des bons sujets de mécanique. On en fera un jeudi sur l'étude des amortisseurs de voiture. C'est un sujet qui est très important dans l'ingénierie mécanique automobile, d'accord, et mettre en évidence l'importance du régime transitoire critique. D'accord? Donc on y va dans le cours. Alors, ça peut être une question court pour la semaine prochaine sur l'étude des oscillateurs mécaniques amortis. D'accord? Donc l'occasion de changer un peu, faire un peu de mécanique. Ça fait longtemps. On y va en 3 de ce chapitre. Les études des oscillateurs mécaniques amortis. Donc en 3, je mets plus de rouge, je mets que du jaune. Ça ira mieux. Ici, c'est tableau. Étude des oscillateurs mécaniques amortis. Mécanique. Ici. Amortis. Donc j'insiste, hein, ils sont amortis. Voilà. Présentation du système. Si c'est une question de cours, on va présenter le système. Prenez le système le plus simple pour la question de cours, système à ce ressort vertical, soumis à une force de frottement fluide. Donc premier temps, présentation du système. Deuxième temps, mise en équation. Troisième temps, bilan de puissance. Quatrième analogie. Voilà. Donc présentation du système. Alors, le système étudié, vous le connaissez, vous l'avez fait en TP, c'est le premier TP de physique de l'année. On va prendre ici un système à ce ressort vertical. Donc, on considère ici un système à ce ressort vertical. Donc, le système masse ressort vertical. Okay. Attention, soumis à une force de frottement fluide, typiquement la force de frottement exercée par l'air, d'accord? Donc sur l'objet matériel, le point, ce qu'on appelle la traînée aérodynamique, d'accord? On verra ça ensemble en mécanique, hein, dès qu'on fera un peu d'écoulement de l'air autour des obstacles, autour des objets. Là, on va appeler ça tout simplement une force de frottement fluide. Donc très important, soumis à une force de frottement fluide. Entre autres, hein, ici, soumis, entre autres, à une force de frottement fluide. Une force de frottement fluide, ici, voilà. Donc cette force de frottement fluide, alors ici dans notre système il y aura le poids, la force de rappel, la force de frottement fluide, d'accord, ici donc 3 forces. Et ici cette force de frottement fluide, alors souvent dans F, quand F je gardais pas force de rappel, je vais mettre un petit F. Petit F égale moins alpha V. Alors, avec alpha strictement positif. Donc là, je vous impose, on imposera dans l'énoncé une force de frottement fluide. Et alpha, c'est une constante positive. Je précise tout de suite que alpha est positif. Une force, vous voyez, qui va s'opposer à la vitesse. F égale moins alpha V. Alors V de M dans R, c'est la vitesse instantanée du point M. Cette force s'oppose à la vitesse. Alpha est un coefficient qui est strictement positif. Bon. Maintenant, ici, ce qu'on va faire, c'est directement représenter le système. Alors, le système, on va essayer de faire, rappelez-vous, 3 schémas. Le système en repos, à l'équilibre et en mouvement. Et aux situations de repos et de mouvement, on va associer 2 équations. D'accord? Et ces 2 équations nous permettent d'établir assez facilement, assez rapidement, l'équation différentielle. Donc, on y va. 3 schémas, les uns à côté des autres. Le premier, on va prendre au repos. Donc, un point d'attache. Voilà, là je suis au repos. J'ai un point d'attache haut et j'ai un ressort de longueur à vide L0. Donc là on est au repos. Voilà. Alors au repos, ici, ou autrement dit à vide, d'accord? Alors à vide, c'est-à-dire qu'on n'attache pas de masse. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de masse, c'est un ressort, il est seul. Il n'y a pas de masse. Donc au repos, c'est-à-dire ici à vide. Et d'ailleurs, on retrouve au repos à vide longueur à vide, L0. Et cette longueur à vide intervient dans le loi de Hooke. F égale moins K, L de T, moins L0, vecteur unitaire dirigé du point d'attache vers le point M.
Là pour l'instant, j'ai pas de point M, d'accord? J'ai pas de masse. C'est au repos. Et au repos, on a ici, vous voyez, un ressort. C'est simplement un ressort. Il n'y a pas de masse pour l'instant. Et ce qu'on va faire après, c'est définir un axe vertical descendant. En effet, on aura forcément, vous voyez, le champ de pesanteur terrestre. Il sera vertical descendant, comme ceci. En mécanique, on n'oubliera pas ça. Comme en élect, on n'oublie pas d'orienter la maille. En mécanique, on n'oublie pas de représenter le champ de pesanteur terrestre, supposé constant ici. Donc ça, c'est situation repos. Ensuite, ce que je vais faire, forcément, je vais placer une masse à l'extrémité inférieure de ce ressort. D'accord? Donc forcément, on aura une longueur à l'équilibre qui sera un peu plus important. Et là, vous voyez, j'attache une masse. Là, j'ai une masse, donc un point matériel de masse, petit m. Et là, par contre, je suis à l'équilibre mécanique. Là, on est à l'équilibre mécanique. Voilà. Et à cet équilibre mécanique, rappelez-vous, dire que par rapport ici à cette première situation, deuxième situation, j'attache une masse à l'extrémité inférieure d'un ressort vertical, il va s'allonger. Il va s'allonger et quand on attend l'équilibre, parce que l'équilibre est atteint très rapidement, on a une longueur à l'équilibre qui sera supérieure à 0. Le ressort est vertical. Ah oui, rappelez-vous, si le ressort est horizontal, la longueur à l'équilibre égale L0. Je vous rappelle le premier chapitre de mécanique. Système masse ressort horizontal, la longueur à l'équilibre égale 0. Là, non. S'il est vertical, vous attachez une masse au ressort, le ressort s'allonge. Et à l'équilibre, sa longueur vaut L équilibre. Donc là, je peux noter ici une flèche. Donc, alors, ici, je vois L équilibre. Alors, pour ceux qui sont à distance, vous voyez la flèche de longueur L équilibre, je la place du point O au centre de la masse. Vous voyez à peu près au centre de la masse. C'est une masse supposée ponctuelle. Mais que je grossis pour que tout le monde puisse voir au tableau, d'accord? Mais on prend de centre de la masse jusqu'au point O pour la longueur à l'équilibre. Alors ça, cette situation-là, quand vous êtes à l'équilibre, mécaniquement, vous allez appliquer ici la deuxième loi Newton, mais à l'équilibre mécanique, pour lequel l'accélération est nulle. C'est-à-dire que la somme vectorielle des forces égale vecteur nul ici. Cette deuxième situation va vous donner L équilibre. C'est-à-dire que quand on va appliquer la condition d'équilibre mécanique, il faudra exprimer la longueur à l'équilibre. Et tout le monde voit que la longueur à l'équilibre est bien supérieure à 0. Pour un ressort vertical, L équilibre est supérieur à 0. On le voit, on l'a vu pour le premier TP. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est une fois que cet équilibre il est atteint, je vais perturber cet état d'équilibre et je vais écarter. Ah tiens, je vais écarter la masse de sa position d'équilibre stable. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'écarter vers le bas. Je vais la lâcher. Elle va faire quoi? Elle va osciller, d'accord, jusqu'à s'amortir et revenir à la position d'équilibre. Pourquoi? Il y a une force de frottement fluide. Je répète, le plus intéressant, dès que je suis à l'équilibre, vous allez, ce que vous avez fait en premier TP, vous écartez la masse de sa position d'équilibre, donc vous l'écartez vers le bas, ce que vous faites tout spontanément, vous l'écartez, on la lâche, et vous voyez, ça va osciller. Comme ceci, de manière sinusoïdale, on aura ce qu'on appelle un régime transitoire pseudo-périodique, jusqu'à ce qu'elle rejoigne sa position d'équilibre stable, d'accord? Et en effet, l'amplitude des oscillations elle diminue de manière exponentielle, d'accord? Par exemple, dans le cas d'un régime transitoire pseudo-périodique, pour rejoindre la longueur à l'équilibre, d'accord? Donc, troisième schéma, on est à l'équilibre. Alors, ici, je vais placer pareil, je vais essayer de respecter les échelles, je vais mettre ici, voilà, haut. Alors, par contre, j'anticipe le fait que je vais repérer l'écart à la position d'équilibre stable, c'est-à-dire que là, je vais repérer l'équilibre ici. Donc, je me place ici à l'équilibre. Et forcément, je vais allonger mon ressort. Donc, sa longueur à cet instant T-là sera plus grande qu'ici. Donc, je vais montrer le fait que le ressort, en effet, est allongé. D'accord? Alors, je ne vais pas faire trop bas pour que tout le monde puisse voir. Là, je reporte la masse, supposée ponctuelle, ici. Le centre, il est là, à peu près. Et là, qu'est-ce que j'ai? Toute cette longueur-là, c'est la longueur à un instant T. De là à là, je vais faire la longueur ici à droite, en blanc. Du centre de la masse au point O, on a la longueur à un instant T. D'accord? Alors là, par contre, la légende, je ne peux pas la mettre en bas, j'ai plus de place. La légende, je vais la mettre ici à droite. D'accord? Pour ce schéma, je vais mettre une légende ici. Là, on est en mouvement. On est en mouvement parce qu'on a un écart à la position d'équilibre stable. Donc là, je vais noter, je vais mettre la légende ici à droite, on a un écart à la position d'équilibre. Écart à la position d'équilibre. Donc on a un écart, donc on a un mouvement.
si on a un écart, on lâche la masse, elle va osciller autour de sa position d'équilibre stable. D'accord? Et si j'ai un écart à la position d'équilibre, je vais quantifier cet écart à la position d'équilibre. Et j'ai introduit en fait une variable x. Alors là, je vais changer d'origine. C'est-à-dire que là, moi, j'ai placé O un point d'attache. Je vais définir O', l'origine d'un axe O', x vertical descendant. C'est-à-dire que je vais placer mon origine exactement ici. Vous voyez là, au niveau de cette référence de position d'équilibre. J'espère que vous voyez, hein, parce que vous êtes en distance. Donc là, je mets du rouge par contre, on va faire autrement. Je vais placer ici, vous voyez, une origine O'. O' différent de O. Là, je mets un O'. C'est-à-dire que je place ici l'origine d'un axe vertical descendant. Et l'origine O' est exactement située à la position d'équilibre stable. Ça me permet d'introduire un petit x. X étant l'écart algébrique à la position d'équilibre stable. Donc là, ce que je vais faire ensuite, alors soit je le mets au-dessus, soit je le mets à côté, peu importe. Je vais peut-être le mettre à côté. Vous voyez qu'à partir de cette origine O', je peux définir en fait, voilà, ça peut être plus vite si je le mets à côté, un x de t. Voilà. Donc, à partir de cette origine O', je définis un axe x, un axe O'X vertical descendant. Donc je pars de O', et je vais jusqu'au centre de la masse. Et en fait, ça c'est quoi x de t? C'est toute cette longueur-là, L de t, moins L équilibre. Donc x de t, c'est bien une différence, c'est un écart à L équilibre. Donc là, écart caractérisé par x de t. Donc cet écart est caractérisé à tout instant par la fonction x de t. Et d'ailleurs, on vous demandera d'établir le del ordre 2 en x de t. Vous voyez, il y a une logique derrière. On veut quantifier l'écart à la position d'équilibre stable. Donc caractérisé par x de t. Vous voyez, x de t, je regarde, bah, cette distance-là, c'est tout ça, moins L équilibre. Donc ça sera L de t. Je dis que j'ai écrit l'écran rouge, l'écran jaune, pardon. Donc x de t égale L de t moins L équilibre. J'insiste sur L moins L équilibre. C'est pas L moins L0. C'est l'écart à tout instant à la position d'équilibre stable. D'accord? Voilà. Le plus dur est fait. Les schémas sont faits. Après, c'est des zoonotismes de mécanique. D'accord? Donc j'ai posé ici, à côté, à droite, la mise en équation. D'accord? Donc mise en équation à côté. Donc ça, pour la question de couple la semaine prochaine, on va bien prendre le temps de faire le schéma, d'expliquer ce qui se passe, et là vous êtes en mouvement. Ça va osciller, et on veut établir le del d'ordre 2 vérifié par x de t. Donc on y va. Deuxième temps, ici, mise en équation. Mise en équation. Alors, mise en équation. Là, ce qui change, voilà, on n'a pas de circuit, donc pas de loi des nœuds, pas de loi des mailles, surtout pas. Là, on a un système mécanique. Donc, toujours qu'en mécanique, système référentiel, bilan des forces, deuxième loi Newton. Voilà, ça, vous savez déjà le faire. Donc, le système étudié, c'est un point matériel de masse M attaché à l'extrémité inférieure d'un ressort, oui, de constante de Röder-Kal, longueur à vide L0. Je n'ai pas dit. Son ressort idéal de constante de Röder-Kal, longueur à vide L0. D'accord? Bon. Point matériel. Ici, étude G. Donc, l'étude est menée dans le référentiel terrestre, supposé galiléen. Donc, étude menée dans le référentiel terrestre, supposé galiléen. Ok. Ensuite, dans le bilan des forces, alors, ici, il y a une masse ponctuelle, donc de toute façon, le poids s'applique P égale mg. Donc, première force, le poids de la masse. Donc, le poids P égale mg. Voilà. Donc, attention ici, mettez des vecteurs. Dans mécanique, sens vectoriel, vecteur P égale m fois vecteur g. Ce que vous faites tout de suite, c'est projeter selon l'axe du mouvement. On va projeter tous nos vecteurs selon l'axe O'X. Donc ici, le poids il est vertical descendant, tout comme l'axe O'X est vertical descendant, donc on aura plus mg selon x. Donc ce qu'on fait, on aura mg ici qu'on projette selon l'axe O'X, donc mg selon x. D'accord? Ça c'est le poids. Ensuite,
Qui dit ressort, signe un ressort. Qui dit ressort, de constante de rayure K, longueur modèle 0, dit force de rappel. Donc ça, premier chapitre de mécanique, on revient dessus. C'est la loi de Hooke. La loi de Hooke, je vous rappelle. Donc ce qu'on appelle également la force de rappel. La force de rappel ici. Voilà. Allez, il est l'heure. Ah, je dépassais l'heure. Mince. Baptiste. Rebonjour Baptiste. Allô, allô. Baptiste une fois, 2 fois, 3 fois. Bon. Voilà. Baptiste. Regarde sur le contextuel. Baptiste. Alors, F. Grand F pour la loi de Hooke. Baptiste. Regarde s'il écrit un message, non? Bon, absent. Sylvain. Allô Sylvain. Alors F moins K L moins L0 U O M. C'est étrange quand même. Ça ne compte pas. Ouais, bizarre. Moins K L moins L0 U O M. Alors U O M, vecteur unitaire dirigé de O vers M. D'accord? Alors ça pareil, toujours moins K, K sa constante de raideur, L longueur instantanée, L0 longueur à vide, U O M. Et là on remplace rien, on fait rien. Pourquoi on fait rien? On aura 2 situations à étudier. Longueur étude mécanique, à l'équilibre mécanique, la longueur instantanée vaut L équilibre. Et en mouvement, L de T vaut L de T. D'accord? Ce qu'on peut juste changer, pardon, c'est UOM. Alors UOM c'est UO', pardon. UO'M. UO'M, regardez, pour l'axe vertical descendant, c'est le vecteur unitaire EX. Donc là, ce qu'on peut juste faire, c'est réécrire F égale moins K, L, moins L0, EX. Moins K, L, moins L0, EX. Et, on n'oublie pas, le plus important ici, alors mouvement qui a lieu dans l'air. Je ne fais pas se déplacer dans de la glycérine, mouvement qui a lieu dans l'air, d'accord? Mouvement qui a lieu dans l'air, donc force de frottement fluide. Donc force de frottement fluide, je rajoute dans le bilan des forces. Force de frottement fluide, ici, voilà. Donc force de frottement fluide en F égale, petit f, égale moins alpha VL dans R. Alors ici, je peux peut-être remplacer la vitesse instantanée. Alors, vous regardez votre mouvement mécanique. La bille ne se déplace que selon l'axe vertical descendant. Donc, on a ici simplement un mouvement selon l'axe OX. Donc, la vitesse, rappelez-vous, c'est x.x plus y.y plus z.z. Comme il y a un mouvement selon x, vous gardez que le x.ex. Donc, moins alpha x.ex avec alpha positif. Voilà. Ensuite, on applique le principe fondamental de la dynamique, deuxième loi de Newton, à savoir somme des forces extérieures égale masse fois l'accélération de m. Alors ici pareil, l'accélération c'est du x point selon le x. D'accord? Voilà. Donc ça sera du m x point m x point selon x. Ok? Bien. Alors, ça je vais faire ça. Voilà, ici, les schémas je vais les garder. Ouais. Ouais, je pourrais peut-être poser là. Ok. Donc là, avant de poser l'équation, directement, il y a 2 situations à étudier. C'est-à-dire que là, par rapport au schéma, il faut exploiter vos schémas. La situation d'équilibre et les situations mise en mouvement. D'accord? Donc là, je vais poser une question à Adam. Adam, prépare-toi Adam à répondre à la question. Adam. Donc là, je vais étudier la situation d'équilibre mécanique. D'accord? Donc Adam, on y va. Donc là, situation numéro 2. Donc condition d'équilibre mécanique. Donc on va traduire la condition d'équilibre mécanique. Donc condition d'équilibre mécanique. Alors, ici. Voilà. Alors ça c'est le deuxième schéma. Deuxième schéma. Condition d'équilibre mécanique. Alors, je t'écoute. Adam.
Amine. Allô, allô. Oui. Ouais, d'accord, ouais. D'accord. Alors, deuxième schéma. Allez, je demande à Quentin. Quentin. 4 absences maintenant. Quentin. Allô, allô. Ouais, comment tu traduis les conditions d'équilibre mécanique ici? Donc on aura somme des forces, oui, égale à 0. Somme des forces égale à 0. C'est-à-dire que vous allez introduire toutes les forces selon l'axe X et vous dites que le tout est égal à 0. Alors quelles sont les forces? Le poids. Donc on y va, condition d'équilibre mécanique. Alors pareil, c'est-à-dire qu'on va projeter selon l'axe X. C'est-à-dire que là ce que je vais faire directement c'est la projection. Somme des forces ici égale vecteur nul. Somme des forces. D'accord? Selon donc, cette relation, je vais la projeter selon OX. C'est l'axe du mouvement. C'est-à-dire que somme des forces, je donne les projections de toutes les forces selon l'axe OX. La première, elle est déjà donnée. Donc ce sera mg. Alors quand je projette, je ne mets plus les vecteurs unitaires. Donc j'aurai mg, la première. Donc, je rappelle, quand je projette, je ne mets plus de vecteurs. Ensuite, la force de rappel du ressort. Je reprends ça, mais attention. Dans le schéma numéro 2, quelle est la longueur à un instant T du ressort? Je regarde. La longueur totale du ressort à un instant T, la longueur à cet équilibre, c'est L équilibre. Donc là, faites attention, vous remplacez L de T par L équilibre. Donc L équilibre moins L0. Ouais. Ah, ici, pareil. À l'équilibre mécanique. Que vaut la force de frottement? Ah, que vaut la force de frottement lorsque le système est équilibré, lorsqu'il ne bouge plus? Elle est nulle, tout à fait. Donc je rajoute le fait que la force de frottement, elle s'oppose à la vitesse. Si la vitesse est nulle, très bien. La force de frottement est nulle. Donc le tout égale à 0. Là, c'est très bien ça. Ça me permet d'extraire l'information sur la longueur à l'équilibre. D'où la longueur à l'équilibre, ici. Alors je peux le faire directement, on peut le faire de tête. Qu'est-ce qu'on va faire? On fait passer ce bloc-là à droite, pour que ça devienne un plus. Ça devient à droite. Tac, tac. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je divise par K. Donc ça vient à droite, ça fera plus K, Lx moins L0. Je divise par K. Donc ça fait deux têtes. Lx moins L0 égale mg sur K. J'isole Lx. Lx égale L0 plus mg sur K. Je répète, ça à droite, vous divisez par K, et vous pouvez passer L0 à gauche. Donc Lx égale L0 plus mg sur K. Est-ce que c'est cohérent d'avoir une longueur à l'équilibre égale L0 plus mg sur K? Positif, positif, positif. Très bien. Super L0, tout à fait. Super L0. Et on le voit ici, Lx super L0 pour un ressort ici vertical. D'accord? Donc longueur à l'équilibre, ici, voilà. Et on aura cette condition d'équilibre. Alors, ici, vous voyez cette relation-là, je vais l'encadrer en bleu. J'espère que vous verrez à distance, je l'encadre. Et cette équation-là, je la note numéro 1. Numéro 1. Équation numéro 1. Équation numéro 1 ici. Équation numéro 1. D'accord? Condition d'équilibre. Deuxième et dernière chose, je traduis la mise en mouvement. Valentin, oui. G est de la positive du coup. Ouais, oui. G980. Mettre au moins 2, ouais. Ce qu'il faut vérifier, c'est l'axe. Si tu as un axe qui est vertical ascendant, dans le sens opposé à G, tu auras P égale moins mg. D'accord? Là, ici, P égale mg, parce que l'axe est vertical descendant, tout comme G est vertical descendant. Toujours vérifier que vous vérifiez, c'est ça et ça. L'orientation de cet axe-là par rapport à l'orientation de ce vecteur que j'ai lu, toujours vertical descendant. Lui, s'il remonte, si l'axe X remonte, tu auras P égale moins mg selon X. D'accord? Première équation. Deuxième équation, mise en mouvement du système. Donc, mise en mouvement du système. Tiens, je demande à Solène. Solène, qu'est-ce qui va changer par rapport à une première équation? Par rapport à ceci, qu'est-ce qui va changer quand je vois une mise en mouvement? Donc j'ai un écart. On aura quoi? Ouais, ça sera plus égal à 0. Tout à fait, quand on est en mouvement, ça sera plus égal à 0. Alors ça sera égal à quoi? Si c'est plus égal à 0,
Somme des forces égale G égale 0. Ouais, tout à fait. Masse fois accélération, le membre de droite. Donc M, x point point U. D'accord? Masse fois l'accélération selon le x. Ça va? Et ça, pareil, c'est une équation qui est vectorielle, vecteur à gauche, vecteur à droite, je la projette sur l'axe du mouvement. Donc projeter selon l'axe O. X, d'ailleurs c'est des O'. Voilà. C'est des O', j'ai mis O', après ça. Ça ne change pas grand chose, d'accord? Alors, je vais faire une flèche. Attention, suivez la flèche. On est ici, je vais créer ici, hein. Plus de place, hein. Suivez la flèche. Condition de mise en mouvement, d'accord? Alors, donc ce qui va changer, c'est surtout c'est le membre de droite. Les forces, le poids ne change pas. En mouvement ou en équilibre, le poids restera mg. Donc mg, ouais. La force de rappel du ressort, ce qui va changer, c'est L. L de t. L de t, quand je suis en mouvement, la longueur totale, c'est ça. Alors dites-vous, attention, je veux établir une L d'ordre 2 en x de t. Donc je vais tout faire pour faire apparaître x, x point, x point, point. X point, point, il va être là. X point, point, il est là. X point, il est là. X, il est où? Il est là. Vous voyez la logique? Je veux une L d'ordre 2 vérifiée par x de t, l'écart à la position d'équilibre stable. X point, point est dans l'accélération, x point dans la force de frottement, et x, il est là. Et quand on regarde le schéma, quand on est en mouvement, la longueur totale du ressort, L de t, bah c'est ça, par x plus L équilibre. En effet, L de t égale x plus L équilibre. Donc ce que je vais faire, attention, lors de la mise en mouvement, la longueur L de t va devenir ici x de t plus Lec, donc je remplace L de t par ça. Je n'oublie pas de vous retrancher la longueur à vide L0. Ouais. Et là, cette fois-ci, il y a une force de frottement, il y a vitesse. Force de frottement, vous le savez, hein, plus vous allez vite, et plus une force de frottement qui va s'opposer à votre mouvement. D'accord? Donc on aura directement moins alpha x point. Moins alpha x point. Attention, j'ai plus de place ici, ce que je vais faire, j'ai pas d'équation là. Il me faut un égal. Égal à quoi? L x point point. Je rappelle, ici, je retire tous les vecteurs unitaires x. On n'a que des scalaires. Et ça, j'encadre, c'est mon équation numéro 2. Ouais, Clara, une question. Oui. Du coup, ça, c'est égal à c'est au-dessus ou c'est la suite? Faut suivre la flèche. Ouais, pas évident. Suivez la flèche. Là, ça. Égal à ça. Voilà, voilà. Projection de somme des forces égale à mx point point x. Vous projetez où est-ce que là, je déborde un peu. Donc ça c'est directement la projection du PFD pour une mise en mouvement. Quand on écarte à la position d'équilibre stable. Alors, vous avez deux équations. Comment établir le del d'ordre 2 vérifié par x? Donc, en fait, on veut aboutir, hein, il faut bien l'avoir en tête, aboutir à x point point plus oméga 0 sur qx point plus oméga 0 carré x égale ici à 0. Comment le faire? On a ça, on a 0, on a x point, on a x. Par contre, vous voyez, il y a des constantes qui nous dérangent, enfin, nous dérangent entre guillemets. Il y a ça, il y a ça, il y a ça qu'on retrouve là, là et là. Ah tiens, ces constantes qui me dérangent, mg, klec, kl0, je retrouve là. Et en fait, si vous faites l'opération équation 2 moins équation 1, vous tombez directement sur le del d'ordre 2. Je répète, si vous faites 2 moins 1, on va se débarrasser de toutes ces constantes, mg, klec, kl0, qui apparaissent dans l'équation 1. Donc en fait, souvent, vous allez voir, jeudi en TD, et la semaine prochaine aussi, en TD, en transitoire mécanique, on fera toujours condition d'équilibre, équation 1, mise en mouvement, équation 2, et même dans les sujets de comportement que je vous donnerai, on fera 2 mises en équation, on fera toujours 2 moins 1. Pourquoi 2 moins 1? Ça permet de supprimer, vous voyez ces constantes qui apparaissent là. Et le del d'ordre 2, elle apparaît en 1, 2, 3 lignes. Parce que ça, c'est pas non plus si compliqué, ça vous rapporte des points, c'est la présentation du système, référentiel, bilan des forces, les schémas. Là, c'est le plus dur pour vous. 2 mises en équation, attention à l'équilibre, la longueur du ressort vaut L équilibre, et à un instant T, la longueur instantanée vaut L de T. Là, il faut juste faire attention, c'est cette longueur totale, c'est Lec plus X. Il faut absolument faire intervenir du X de T via la longueur instantanée L du ressort. Donc on effectuera ici, je vais noter ici, l'opération, toujours, vous allez voir, dans toutes mes corrections de sujet de concours blanc de DS, on effectuera ici pour un. Et souvent c'est un système vertical, hein. Souvent c'est un système vertical pour les amortisseurs, ça se comprend. D'accord. On effectuera 2 moins 1. Donc on effectue ensuite l'opération équation 2
moins équation 1. Alors quand je dis équation 2 moins équation 1, on fait une soustraction membre à membre. Membre à membre. Gauche, gauche, droite, droite. D'accord? Bien. Est-ce que j'ai mis dans le bon sens? Ouais, c'est bon. Ça, ça et ça et ça. D'accord? 2 moins 1. Donc 2 moins 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par le membre de droite. C'est-à-dire que je vais faire mx point point moins 0. Donc j'aurai mx point point. D'accord? Mx point point, ici, moins 0. Je peux tout écrire. On écrit tout. On écrit tout. Donc je fais membre de droite, l'équation 2, moins le membre de droite de l'équation 1. Ça fait mx point point moins 0. Après je vais faire membre de gauche de l'équation 2, moins le membre de gauche de l'équation 1. Donc je réécris tout en fait. Donc mg, et après je simplifie. Parce que de tête, c'est vrai qu'on peut peut-être oublier un terme. Donc je réécris tout ici, ça, ça, ça. Ouais. Donc ça c'est le membre de gauche de l'équation 2, auquel je retranche moins le membre de gauche de l'équation 1. Moins ça. Moins mg moins k l ec moins L0, parenthèse une fois, 2 fois. Voilà, et j'ai une équation. Équivalent. Alors, bon, à gauche, c'est évident, hein. On aura mx point point. Ça, c'est la soustraction des deux membres de droite, 2 moins 1. À gauche, à droite, ici, j'ai fait ça moins ça. Qu'est-ce que je peux simplifier? Bon, déjà, plus mg moins mg. Ok. Ensuite, on aura moins, alors je ne développe pas, mais oui, il y a moins KL équilibre, moins KLec, moins plus KLec. Donc moins KLec plus KLec, une fois. Moins plus KL0. D'accord? Donc plus KL0. Et ici on aura moins plus KL0. Ça va? Donc moins plus fois moins 1 moins KL0. De toute façon, il y a moins de moins. Maintenant, ça L0. Donc moins plus KL0. Ça fait moins KL0. Moins KL0 plus KL0. Très bien. On se simplifie. Ici. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste finalement moins KX. Moins KX de D. Ensuite, ça c'est fait. LX, je l'ai fait. Je l'ai pas parlé. MG, je l'ai fait, ça c'est fait directement. Il reste ici ceci, je vais chercher moins alpha x point. D'accord? Voilà, c'est fini. C'est fini, pourquoi? Vous allez aboutir. Alors, là, on va ordonner selon les puissances décroissantes d'x de t. Donc, on met tout à gauche. Donc, on aura mx point point plus alpha x point plus kx de t égale à 0. Bon. Et là, souvent, ça c'est la fin de la deuxième question, c'est mettre le del d'ordre 2 mécanique sous forme canonique, x point point plus oméga 0 sur qx point plus oméga 0 carré égale à 0. C'est qu'on fait un coefficient unitaire devant x point point. Donc on divise les demandes par m. Donc on divise les demandes par m, on aura x point point plus alpha sur m x point plus k sur m x de t. Le tout égale à 0, on encadre, on va l'encadrer. Très important les coups pour aérer les réactions, encadrer les résultats. Et ensuite, moi je vais faire la côté, j'ai de la place. Vous posez. On pose deux choses pour la réaction canonique. Bon, on pose ici oméga 0 sur Q égale alpha sur M. Et on pose aussi oméga 0 carré égale K sur M. Ah tiens! On retrouve oméga 0 qui est la racine de K sur M. Pulsation propre d'un oscillateur mécanique, système masse ressort vertical. Et surtout, vous voyez, on définit un facteur de qualité en mécanique. Q égale M oméga 0 sur alpha. Alors, j'espère que vous voyez ici. Q égale M oméga 0 sur alpha. C'est le facteur de qualité. Sans dimension. D'accord? Donc là, on n'oublie pas de réécrire sous forme canonique. Là, maintenant, je vous le dis, c'est vrai, c'est réécrit sous forme canonique. Donc, on réécrit la forme canonique. D'où le del d'ordre 2. Voilà, donc x point point plus oméga 0 sur q x point
plus oméga 0 carré x égale à 0. Voilà, on encadre. Et ça, c'est une EDL d'ordre 2. Donc, équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficient constant. Ouais. À second nombre nul, caractéristique d'un oscillateur mécanique amorti. Voilà, donc là, caractéristique ici d'un oscillateur ici mécanique amorti. Oscillateur mécanique amorti. Voilà. Ça, je peux effacer aussi. Alors, pareil, la suite, c'est quoi? C'est la résolution. On va le faire en exo, on fait des jeudis sur l'amortisseur de voiture. Cas classique, hein, concret, sujet de DS concours blanc. Il y en a beaucoup qui étudient ici beaucoup de sujets concours qui étudient les amortisseurs de voiture. On en fera un, j'en donne deux dans le TD. Je donne 2 sujets de concours blanc sur amortisseurs dans le TD. On en fera un jeudi déjà, le plus simple, le moins calculatoire. Et il faudra établir, alors soit on vous la donne, le sujet de TD qu'on va faire, jeudi après-midi, on vous donne l'équation différentielle, il faut l'exploiter. Alors il faut l'exploiter, il faut la résoudre. Donc c'est tout l'objet du TD, c'est qu'on va reprendre les 4 mêmes étapes qu'en ELEC, vous avez compris, les étapes de résolution en ELEC. On va reprendre ça en mécanique. Première étape, qu'est-ce qu'on fait? On cherche les solutions de l'équation caractéristique. Et là, il faut connaître le signe de delta. On vous donnera dans l'énoncé des relations pour connaître le signe de delta. D'accord? Donc ça, attention, puis, je marque, puis résolution en 4 étapes. Entre guillemets, entre 4 étapes, c'est pour vous guider. Hein. Résolution en 4 étapes. D'accord? La première, c'est la recherche, ici, des solutions de l'équation caractéristique. Donc, recherche des solutions de l'équation caractéristique. Alors, je la renote ici. Ça tombe bien. C'est la même qu'en ELEC parce qu'on a ce qu'on appelle le même squelette algébrique. On a le même squelette algébrique. Au lieu d'avoir un Q point, au lieu d'avoir une charge Q ou une tension UC, on a X. Mais c'est le même squelette algébrique. D'accord? Donc l'équation caractéristique sera la même. Ce sera R carré plus oméga 0 sur QR plus oméga 0 carré égale à 0. Delta, le discriminant, ce sera 4 oméga 0 carré 1 sur 4Q carré moins 1. Voilà. Là, il faut mettre le signe. Donc attention, signe de delta, attention à déterminer. Là, c'est l'énoncé. Ça, je vais définir, on verra très concrètement. D'accord? Ça, c'est l'énoncé qui vous donne des indications. L'énoncé vous dira si le facteur de qualité est supérieur ou inférieur à 1,5 ou des relations sur le coefficient d'amortissement. D'accord? Voilà. Ça, on vous le donnera, typiquement. D'accord? Mais ça, c'est la première étape, je vous rappelle, c'est l'étape importante. D'accord? Ici, sur les solutions R1,2 ou R0, c'est pour régime critique, une racine double. D'accord? Ensuite, on admet, je vous rappelle, voilà, la solution de l'équation sans second membre. On admet. Ici, elle sera notée à XH de T. Alors, pareil, là, je donne rien, je peux rien donner, je ne connais pas le signe de delta. XH dépend du signe de delta, on retrouve la même logique. Donc, je note tout simplement que ça dépend du signe de delta. C'est la solution de l'équation sans second membre. Bon. Ensuite, troisième étape, par linéarité de l'EDL d'ordre 2, la solution totale, c'est XP plus XH. Donc, par linéarité de l'EDL d'ordre 2, voilà. On peut dire que X de T, c'est XP plus XH. Voilà. Donc, c'est solution X de T. Hein. Solution X de T. Alors, ici, la solution particulière, on regarde le second membre. Il est là. 0. Tout constant. Donc, solution particulière nulle. Ici, x point P égale 0, x point P égale 0, donc oméga 0 carré xp égale 0, xp égale à 0. Donc ici,
La solution particulière est nulle, ici. Voilà. Et quatrième étape, on détermine les deux constantes d'intégration. Alors ici on est en mécanique, donc surtout ne pas parler de continuité de la tension dans du condensateur ou de continuité du courant en traversant une bobine. Là c'est position vitesse. En mécanique, position vitesse initiale. Donc vous déterminez, on vous donne position initiale égale, ça dépend du sujet, et vitesse initiale. Voilà. Donc là, une nouvelle fois, je crois que c'est la 5e fois qu'on refait ça. On va refaire. On a plein d'exos de TD. Ça, on est en plein sujet d'un éventuel sujet de concours blanc, d'un éventuel sujet de DS au mois de janvier qui vous attend. D'accord. Donc vraiment, voilà, on va le refaire. Ne vous inquiétez pas, on va le refaire d'ici là. C'est 4 étapes. D'accord. Les solutions d'équations suivantes. Et d'ailleurs, vous allez aborder ça, je pense, très prochainement en maths. D'accord. Besoin de schéma. Alors ça c'est une chose mise en équation, résolution. Troisième temps, on peut vous demander ce qu'on appelle un bilan de puissance mécanique. Un bilan de puissance mécanique. Bilan de puissance mécanique. Je veux dire, on peut vous demander dans une question de cours, la question la semaine prochaine, moi je vous le demanderai personnellement. Schéma, mise en équation, peut-être pas résolution, peut-être pas, mais bilan de puissance mécanique. Alors en élec, rappelez-vous, bilan de puissance électrique, en électricité, on multiplie la loi des mailles par I. Ok. Là c'est un peu plus subtil. On va projeter la projection du PFD selon l'axe OX. D'accord. Donc qui, je vous rappelle, ce sera du mx point. On va multiplier par la vitesse. Donc on multiplie, donc là attention, par méthode. Donc là pareil, on multiplie, non pas cette fois-ci la loi des mailles, on multiplie la projection du PFD selon l'axe OX, alors par x point, par la vitesse instantanée. C'est-à-dire pourquoi il fait ça, vous allez comprendre dans 2 minutes. En fait, des analogies très fortes. Le courant électrique I est l'analogue mécanique de la vitesse. Et logique, vous voyez, en mécanique, x point, la vitesse, d'accord, x point est équivalent à q point, à la dérivée de q par rapport au temps. Donc x point, la vitesse est analogue à un courant électrique, un point du courant électrique. D'accord. Alors, la projection du PFD, c'est quoi déjà ça? Ça, c'est l'équation numéro 2. J'avais l'équation numéro 2. Rappelez-vous, on a mx point, donc j'ai fait ceci, égale moins kx, ouais c'est ça, moins kx, moins alpha x point. Donc masse fois accélération, alors c'est tout selon OX, il n'y a plus de vecteur. C'est masse fois accélération, ça c'est la force de rappel curseur, moins alpha x point. Je multiplie le tout par x point. Je multiplie le tout par x point. Alors si je fais ça, on va retrouver un calcul, ça c'est la fin du chapitre 1 de mécanique. Parce que regardez, on va obtenir à gauche mx point, x point. C'est-à-dire que là, on a dérivée première de x par rapport au temps, dérivée seconde de x par rapport au temps. Égale moins kx x point moins alpha x point carré. Donc je multiplie par x point les deux membres de cette équation 2. D'accord. Bon. Donc équation 2, projection du PFD selon l'axe du mouvement, l'axe OX. D'accord. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais faire apparaître ici, à gauche, des dérivés. Là on a des termes homogènes, il y a des puissances mécaniques. Bilan de puissance mécanique, watt, puissance mécanique, alors qu'on est des puissances électriques. Tension pour courant, puissance mécanique, ici. Donc là, à gauche, mx point, mx point. Ça, on l'a déjà vu, c'est le premier chapitre sur le set harmonique, vous n'êtes peut-être passé à côté. En fait, ça, ce terme en puissance, ça, c'est ce qu'on appelle ici mx point, c'est la dérivée temporelle. Tiens, qui s'en souvient? Mx point, c'est la dérivée temporelle de quelle grandeur?
Qu'est-ce que je vais mettre ici dans mon parenthèse? Lorsque je dérive par rapport au temps, j'obtiens mx point, mx point, point. Allez, je commence. Regardez, juste commencer, vous allez tout de suite avoir la réponse. Regardez. 1 demi de m. Qu'est-ce que je peux mettre comme énergie? 1 demi de m. On est en mécanique. Du poids matériel. Ouais, énergie cinétique, 1 demi de mx point carré. Tout à fait. Si on fait ça, alors pareil, vous, la semaine prochaine en colle, question de cours, je vous embête. D'accord. Mais dérivez-moi ça par rapport au temps pour retrouver ça. U puissance n. N, U prime, UN-1. N, U prime, UN-1. Ça, c'est l'énergie cinétique. Ensuite, à droite, alors ça, c'est un peu moins évident. Ici, j'ai moins. Alors, ce que je vais faire, je vais plutôt faire passer ça à gauche. Ce sera plus simple, sinon le moins va m'embêter. Alors, ce terme-là devient à gauche plus kx point. Je vais passer à gauche tout de suite. Ça, j'aurai plus la dérivée temporelle. Bon, ça va pas vous perturber, c'est sûr. Et là, pareil, j'entame un demi de k constante. Qu'est-ce que je dois rajouter? Lorsque je dérive par rapport au temps, ça me donne kxx point. Kxx point lorsque je dérive par rapport au temps. Une énergie, donc il y a un système masse-ressort. Attention, celle-là, vous ne le mettez pas. Vous ne le mettez pas du tout. C'est l'énergie potentielle élastique de déformation du ressort. 1 demi de kx carré. Voilà. Alors ça pareil, je vous demanderai, très bien, quand vous dérivez ça par rapport au temps, fonction composée, U puissance n, vous vous basez sur, je vous rappelle, U puissance n, U prime, UN-1. Ça là, n vaut 2, donc 1 demi fois 2 fois k, U prime x point, UN-1, x exposant de moins 1. Voilà. Et on obtient k x point. D'accord? Ça, c'est le membre de gauche. À droite, je laisse moins alpha x point carré. D'accord? Pourquoi je laisse moins alpha x point carré? Parce que ça sera négatif. Je le laisse. Ici, vous avez reconnu l'énergie cinétique du point M dans R. Ensuite, vous avez reconnu l'énergie potentielle. Alors, attention, je mets EPE. P pour potentiel, E pour élastique. Énergie potentielle élastique de M dans R égale moins alpha x point carré. Donc on aura ici, voilà, l'énergie mécanique moins alpha x point carré, d'accord? Et ça, c'est négatif. On retrouve bien que l'énergie mécanique, elle diminue au cours du temps. Donc il y a bien une diminution de l'énergie mécanique à cause des frottements. Diminution de l'énergie ici mécanique à cause des frottements de l'air. D'accord? À cause des frottements. Donc cette force en moins alpha V1. D'accord? Les frottements de l'air. Voilà. Oui. EM, alors M c'est un M minuscule pour mécanique, l'énergie mécanique du point M dans le référentiel R égale moins alpha x point carré, négatif, c'est-à-dire que la dérivée est négative, donc l'énergie mécanique ne peut que diminuer au cours du temps. Ça c'est lié à la présence de frottements qui vont diminuer l'amplitude d'oscillation du système. D'accord? Et dernier temps, on va dresser un tableau d'analogie, 4e dernier temps. Analogie électromécanique. Analogie mécanique. Voilà, analogie électromécanique. Alors, donc ça c'est pour finaliser la question de cours. Ça c'est très important. On va mettre à gauche les grandeurs en électrocinétique. Les grandeurs d'électrocinétique. Voilà, à gauche. Et à droite, les grandeurs mécaniques. Voilà. Alors, en électrocinétique, vous allez voir, je vais mettre une équation différentielle, elle est liée au régime libre d'un circuit RLC série. Donc je vais partir du régime libre d'un circuit RLC série.
Donc la loi des mailles, regardez, je vais juste reprendre la loi des mailles. C'est-à-dire que UL plus UR plus UC égale 0. Bon, je pense que maintenant on a fait suffisamment d'exemples d'élect pour voir que lorsqu'on écrit ça dans cette maille, il n'y a pas d'échelon de tension. C'est-à-dire que là on est en régime libre. Si on a un régime libre, le condensateur est initialement chargé. UL plus UR plus C égale 0. Ce que je vais faire, je vais établir une équation différentielle en Q. Et je vais volontairement adopter les mêmes notations qu'en mécanique. X point, dérivé d'ordre 1. X point point, dérivé d'ordre 2. Donc là, pareil, je revenais sur la charge Q. Donc établir une EDL en Q, Q point, Q point point. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que UL, c'est L dI sur dt. L dI sur dt. Mais I, c'est dQ sur dt. Donc je répète, UL, c'est L dI sur dt. Donc c'est L, il faut la dérivée seconde de Q par rapport au temps. UL égale L dI sur dt, avec I égale dQ sur dt. Donc dériver I par rapport au temps revient dériver 2 fois Q par rapport au temps. Donc là, UL, je remplace, vous voyez, je mets en rouge, UL par L, Q point point. Q point point, c'est le dérivé seconde de Q par rapport au temps. Comme en mécanique, point, point, dérivé 2 fois par rapport au temps. Pourquoi LQ point point? UL égale L dI sur dt. I égale dQ sur dt. Donc ça fait UL égale L dérivé seconde de Q par rapport au temps. Vous avez compris ça? UR égale RI. Mais I égale dQ sur dt. Donc UR égale RQ point. RQ point. Voilà. Et UC, toujours Q égale C fois UC. UC égale Q sur C. Donc voilà. Et là j'ai une EDL, voilà, d'ordre 2 vérifiée par Q de T. Bah, j'ai la même chose en mécanique. Elle est peut-être encore là. Non, elle n'est plus là, je vais noter, je l'ai effacée. En mécanique, rappelez-vous, on a montré que mx point point, mx point point, je vais ordonner, ça c'est l'accélération selon l'axe OX, plus alpha x point, plus alpha x point, ça c'est la force de frottement qui passe à gauche, plus kx, ça c'est la force de rappel, qui passe également à gauche, égale à 0. Alors, ça pareil, c'est une EDL d'ordre 2. Et là, voilà, l'analogie elle est là. C'est-à-dire que vous partez du squelette algébrique, ce qu'on appelle un squelette algébrique identique, en électrostatique et en mécanique. Et là, c'est parti. Est-ce que tout le monde voit que Q point point est analogue à X point point? Donc, première analogie, on peut dire que Q point point, dérivé seconde de Q, est équivalent, j'essaie de mettre sur la même ligne, X point point. C'est-à-dire que l'accélération mécanique est équivalente à la dérivée temporelle de I. Q point point, c'est dérivé I par rapport au temps. C'est dérivé I par rapport au temps. Ensuite, on y vient au point essentiel. Est-ce que tout le monde voit, deuxième terme, que Q point joue le même rôle que X point? Q point, c'est dQ sur dt. Et là, on y arrive à I. Voilà, I, ça sera Q point. D'accord? C'est dQ sur dt. Et on voit que l'intensité du courant électrique est analogue à quoi? À la vitesse, X point. Voilà, X point. X point, je vous rappelle, c'est V. C'est V indice X. Hein. C'est la vitesse selon X. Donc c'est la composante cartésienne de la vitesse selon l'axe OX. D'accord? Je continue sur la fonction Q. Q de T. Q est analogue à quoi? À X. Voilà. La charge est analogue à la position X de T en mécanique. Donc ça sur les fonctions. Je fais la même chose sur les coefficients. Donc je continue ici mon tableau. Attention à droite. Donc un tableau à 2 colonnes. Gauche élec, droite méca. Donc je continue ici. Voilà. Depuis le haut. Donc là, on y va. Donc L, l'inductance L, on voit qu'elle est équivalente à une masse M. Donc l'inductance L, donc pareil ça, ne la prenez pas. Ne la prenez pas, parce qu'il faut, vous partez juste de là. Ça, équivalent à ça, et vous comprenez. Ne la prenez pas. Après, si c'est vrai, c'est commode de savoir que le courant électrique est analogue de la vitesse mécanique. I est analogue à X point. Donc L équivalent à M, R équivalent à... Ah d'ailleurs, c'est logique. Une résistance électrique cause d'effet de Joule, de dissipation d'énergie en élec, est équivalent à un quotient de frottement fluide, qui diminue l'énergie. Donc là, c'est vraiment, on voit vraiment la correspondance. Hein. Une résistance électrique est équivalente à un quotient de frottement fluide en mécanique. Après, j'ai 1 sur C. Donc c'est attention, c'est 1 sur C. 1 sur C qui est devant Q, hein. 1 sur C, équivalent à K, constante de raideur. Voilà. Ensuite, l'énergie cinétique, je termine par ça. L'énergie cinétique, 1 demi de m x point carré
Bah, l'équivalent ici, pardon, je suis dans le mauvaise colonne. La mécanique, pardon, à la droite. Donc ici, l'équivalent de 1,5 de m x point carré. Donc l'équivalent électrique de l'énergie cinétique. Qu'est-ce que je fais? Je rends donc 1,5 reste 1,5. M équivalent à L. Ok. X point équivalent ici à I. 1,5, voilà. Et ça, c'est quoi ça? 1,5 de L carré, c'est l'énergie stockée dans la bobine. Donc ça, c'est E, indice, bobine. Je mets Bob, comme bobine. E, Bob. D'accord? Bobine. La dernière, c'est l'équivalence avec l'énergie potentielle élastique. Donc EPE, on rappelle 1,5 de KX carré. On cherche l'équivalent électrique de l'énergie potentielle élastique. 1,5 reste 1,5. K est où K? K c'est 1 sur C. Donc K c'est 1 sur C. Ok. X carré il est là, c'est Q carré. Ouais, ok. Donc c'est 1 sur 2 fois C. Alors écrit comme ceci, on ne va pas laisser sur la forme Q carré. Q égale C fois U. Q égale C fois U. Donc je remplace Q par C fois. Ouais, je peux laisser U, C, c'est bien. Attention, tout ça c'est au carré, Q carré. Donc on a C carré, UC carré. Et ça me donne quoi? J'ai plus de place. C carré sur C, ça fait C. Donc ça fait 1,5 de C UC carré. Donc 1,5, on retrouve l'énergie stockée dans le condensateur. Donc ça c'est énergie stockée dans le condensateur. Voilà pour cette partie mailing. Donc ça c'est une question de cours totale, intégrale pour la semaine prochaine avec les analogies électromécaniques et les bilans de puissance mécanique. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je retente quand même Baptiste, Sylvain, Amine, Adam. Êtes-vous toujours présent? Enfin, êtes-vous présent tout court? Ok, très bien. Bah, c'est bon pour moi. Allez.